Je m'exprimerai de manière tout à fait personnelle et plutôt en ma qualité de conseillère de Notre Europe, qui est un think tank basé à Paris et dont le président fondateur est Jacques Delors. Je dirais que c'est simplement en tant qu'observateur extérieur et vraiment sur la question de dans quelle mesure la politique de cohésion peut servir effectivement de politique utile en situation de crise, qui est quelque chose qu'en fait on voit depuis un certain temps poindre, qu'on a vu poindre en fait dès 2008 avec des interventions de la Commission européenne disant il faut qu'on augmente le taux de cofinancement, puisqu'en fait on ne peut pas toucher au montant, parce qu'une fois que les montants sont décidés pour 7 ans, on n'y touche plus, montant alloué à chaque État membre. Mais on va quand même essayer d'accélérer les procédures, d'aider ceux qui n'arrivent pas à bien dépenser leur argent, de le faire plus efficacement. Et donc ça a été le cas depuis la fin de 2008. On est revenu avec cette idée-là récemment, donc ça c'est plutôt au niveau européen, avec l'idée qu'on devait focaliser l'utilisation des fonds structurels, essentiellement donc le Fonds social européen, parce que c'est celui qui peut agir plus vite sur l'emploi, la formation, le chômage des jeunes, dans une certaine mesure l'inclusion sociale. Et donc là, on a annoncé des montants, mais qui en fait correspondent à des montants qui n'ont pas été sortis de zéro, mais qui sont des montants qui en fait potentiellement ne sont pas encore utilisés d'ici 2013. Pour revenir, je dirais, à la position française, en tout cas, effectivement, dans les premières annonces, quand on a ressorti et détaillé le programme du président Hollande, une des choses était on va utiliser les fonds structurels non utilisés. Et donc la question c'est est-ce qu'effectivement on peut utiliser ces fonds structurels de manière plus efficace. Alors, tout d'abord, la première chose, peut-être, sur la situation actuelle, c'est qu'effectivement, il y a potentiellement, dans le fonctionnement des fonds structurels, le fait qu'on fonctionne avec des programmes. Donc, on doit déjà programmer, puis ensuite, on doit dépenser. Et parfois, il y a une distance entre ce qu'on rêve comme programme et ce qu'on est vraiment capable de dépenser. Et ensuite, beaucoup de choses en matière de procédures administratives très lourdes, de vérification, le fait qu'il y a beaucoup, souvent, de petits projets qui aimeraient bien être financés par les fonds structurels. On dit non, pour telle et telle raison, les procédures doivent être suivies. Et donc, effectivement, il y a des marges de manœuvre en termes d'efficacité pour activer ces fonds, mais pour autant, on ne crée pas à partir de rien. Et peut-être je reviendrai sur l'idée qu'a annoncée Moutinigri. La politique de cohésion est probablement la plus importante, pas simplement parce qu'elle est mieux dotée, mais c'est parce qu'elle a la capacité, contrairement à la politique agricole commune, à créer un effet de levier, puisqu'en fait, dans les régions les plus pauvres, elle intervient à 75% et ensuite il faut rajouter 25%, peut-être même parfois moins à certains moments, mais par contre dans des pays plus riches, en l'occurrence pour la France, c'est souvent des régions qui sont considérées comme relativement riches, le cofinancement venant soit du secteur privé, soit de l'État au niveau national, soit des régions ou des municipalités, est de 50%. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas simplement le montant du budget, mais il faut penser à l'effet de levier qu'il peut avoir. L'autre élément qui est très fort et qui est habituellement reconnu en France, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée qualitative des fonds structurels, de la politique de cohésion, qui a été quelque chose qui a permis d'apprendre à un pays qui a traditionnellement l'habitude d'être très centralisé, l'habitude de gérer ça de manière très administrative, qui a appris ce que c'était l'évaluation, qui a appris ce que c'était la programmation, c'est-à-dire le fait de se dire, si on a des projets, on doit partir d'un diagnostic pour essayer de savoir ce qu'on peut faire, et effectivement parfois ne pas faire que de l'infrastructure, mais parfois essayer de plus cibler les problèmes de restructuration industrielle, etc. Alors, je dirais très brièvement, puis je laisserai évidemment la parole d'autres, ce qui peut changer quand même de fondamental dans le changement
de gouvernement et de présidence, c'est qu'on avait une position française par rapport à la future programmation qui était une position du gouvernement, je dirais du niveau national, mais on avait une position presque diamétralement opposée sur la question de la politique de cohésion venant des régions. Les régions, en fait, qui considéraient qu'elles c'était quand même elles qui ont poussé l'idée des régions en transition et qui l'ont fait difficilement admettre progressivement au gouvernement. Mais donc, je dirais que là, avec un effet droite-gauche, on va se retrouver avec quand même encore plus fort cette idée de région en transition. Deuxième élément fort qui peut peut-être changer, c'est l'idée que ce qui était présenté comme une position française, c'est que si on doit choisir entre la PAC et la cohésion, on choisit la PAC, c'est-à-dire la politique agricole commune. Là, en fait, je dirais que les choses sont peut-être moins nettes. Et puis, dernier élément qui est peut-être un élément important quand on pense justement à cet effet de gouvernance économique, etc., c'est que les régions françaises demandaient à pouvoir directement gérer les fonds structurels, c'est-à-dire elles-mêmes être en charge de ça. Et c'était quelque chose qui était a priori refusé par l'ancien gouvernement et qui aujourd'hui est plutôt, avec la notion de décentralisation, quelque chose d'ouvert.